Troisième vidéo sur la série des 7 vidéos consacrées au Big Data et au NoSQL. Cette fois-ci, nous allons aborder le deuxième paradigme, les Document Store. Ah, je suis content d'aborder ce paradigme. Donc, les Document Store sont les GBD orientés documents, comme vous en doutez. Donc, typiquement, en fait, ce paradigme, il est vieux. Il date d'avant le Big Data. Parce qu'il y a eu l'ère dans les années, que je dis pas de bêtises, 2000, donc début des années 2000, il y avait un peu la mode des bases de données XML. Voilà. Et ouais, l'XML ça va supplanter les bases de données relationnelles, etc. Sauf que l'XML, c'est pas ce qu'il y a de plus performant. Et donc ça s'est un peu pété la gueule. Mais sur le concept, finalement à l'époque c'était déjà ce qu'on appelle des document stores. Sauf que ici, en 2020, enfin depuis 10 ans déjà, c'est clairement le JSON qui s'est imposé face au XML. Alors voici deux exemples. Vous avez un exemple d'XML à gauche et vous avez les mêmes données en du JSON à droite. Alors, moi, je dois vous avouer que personnellement, je préfère en tant qu'humain lire un document XML qu'un document JSON. Parce que déjà, enfin voilà, ça c'est mon point de vue. Mais en tant que machine, les JSON sont préférables pour la simple et bonne raison que voilà, on a le même contenu dans les deux documents, mais en respectant les syntaxes XML ou JSON. Et voilà, c'est pas plus compliqué, un JSON prend moins de place. Voilà. Alors si vous posez la question pourquoi le JSON est meilleur que l'XML, c'est pas parce que c'est écrit sur Stack Overflow, c'est parce que il prend moins de place, c'est tout. C'est pas plus, c'est aussi bête que ça. Parce que sur le fond, en fait, le JSON est moins, il y a des structures qu'on sait faire en XML qu'on sait pas faire en JSON. Et le JSON est clairement moins complet que l'XML, mais il prend moins de place, et pour faire ce que 99% des gens veulent faire, ça fonctionne très bien. Voilà, donc c'est pour ça que le JSON s'est imposé. Et donc le document store, c'est comme un key value store, c'est la même chose, sauf qu'à la place d'avoir une valeur associée à une clé, c'est un document JSON qu'on associe à une clé. L'idée première d'un document store, c'est qu'un document doit être autosuffisant. Bon. Donc, par là, on entend que son contenu est semi-structuré. Vous avez à l'intérieur du JSON des champs, nom, prénom, email et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas besoin de faire une table avec des colonnes comme on aurait sur un serveur de base de données. Normalement, un document doit être suffisant. Vous ne devrez pas avoir à croiser les données de divers documents. Donc, vous ne devrez pas devoir faire des jointures de documents. Donc, si déjà ces deux premières conditions ne sont pas respectées, pourquoi travailler avec un document store? Il faudrait se poser la question. Donc, il faut respecter la philosophie du document store. Et quand on utilise un document store, une transaction, c'est pas un ensemble de requêtes SQL tel qu'en base de données relationnelle. Normalement, une transaction sur un document store, c'est on écrit un document. Point. Voilà, ça, c'est l'idée première d'un document store, et il faut essayer de ne pas s'en éloigner. Si vous vous éloignez de ça, ça veut peut-être dire que c'était peut-être pas le bon paradigme pour votre use case. Il faut vraiment garder ça à l'esprit. Et donc sur le principe de fonctionnement, comme je l'ai dit précédemment, c'est très similaire à un key value store, sauf que c'est pas une clé, une valeur, mais c'est une clé, un JSON. Ou un JSON, comme disent les anglophones. Et voilà. Par contre, on pourrait stocker un JSON dans un key value store, mais la différence entre un document store et un key value store, c'est que le key value store n'est pas capable d'analyser, de parser le JSON que vous stockerez en tant que valeur, alors qu'un document store dispose de fonctionnalités pour analyser, donc requêter le contenu de votre JSON. Tiens, la clé machin, quel est le prénom, la valeur du prénom. Et donc, vous savez requêter le JSON qu'il y a dans votre serveur. Ce qu'un KV Store ne sait pas faire. Donc la différence fondamentale est là. La différence technique sur le stockage, il n'y en a pas vraiment. La différence sur le fonctionnel, elle est là. Votre Document Store peut parser les JSON.
Et donc en plus, en fonction des GBD de type document store que vous trouvez, on peut rajouter des métadonnées à votre document et même pouvoir dire tiens, dans ma table là avec mes différents JSON, j'aimerais indexer le champ email des différents JSON qui tomberaient dans la table. Ok, et donc on peut rajouter des index sur certaines balises. Donc ce sont des fonctionnalités possibles, pas avec tous, mais avec la majorité des document store. Alors, un document store, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Ça fait partie des systèmes de SQL. Alors, j'ai oublié de le préciser dans la vidéo sur les key value store, mais comme ici c'est quasi le même paradigme, je vais en parler ici. Donc, comme le key value store, ça offre une très bonne scalabilité horizontale, parce que quand vous hashez une clé, le résultat de hash donne à la fois l'adresse du nœud sur lequel on peut potentiellement trouver les données, et ensuite l'adresse de la zone de stockage dans le nœud, enfin, traduction sur le serveur en question, où on trouve les données correspondant à la clé. Dans le cas du key value store, la valeur, et dans le cas du document store, le document correspondant à cette clé. Donc on a une très bonne scalabilité horizontale. Pour la programmation orientée-objet, ça peut être pas mal parce qu'il y a moyen de réaliser les objets sous forme de documents, et du coup de stocker ça dans un document store. Et alors aussi, bon, un petit peu comme le key value store, vous n'êtes pas obligé de mettre le même genre de valeur pour chaque clé. Ici, la structure de votre JSON peut varier d'une clé à l'autre. Donc vous avez la flexibilité complète vis-à-vis de ça. Et surtout, en plus de la flexibilité, un très gros avantage, voilà, c'est, je prends un exemple, vous avez un site, LDLC par exemple, de vente de matériel informatique, et vous voulez afficher la page d'un article, un processeur. Voilà, un processeur. Et vous avez l'identifiant du processeur et vous chargez le JSON qui va avec. Donc vous faites un seul fichier que vous chargez. Et dans ce fichier JSON, vous avez le processeur, la marque, le modèle, le blablabla qui va avec. Éventuellement des URLs pour quelques photos. Vous avez les caractéristiques techniques, tiens, fréquence de base, fréquence, boost, combien de cœurs, combien de threads, tout ça. Et tout ça apparaît en vrac. Et alors, sur votre site, avec votre CSS, vous mettez tout ça en page. Alors qu'avec un HGBD, attention, avec une utilisation respectant les formes normales et le to-team d'un HGBD, vous devez aller chercher les données de l'article dans la table article, les URL de la marque dans la table marque, les différentes caractéristiques techniques dans la table de caractéristiques, et ainsi de suite. Et donc faire des jointures. Donc, à titre comparatif, c'est plus lent. Cependant, vous pouvez également stocker un JSON dans votre base de données relationnelle et faire un seul chargement. C'est possible. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Sinon, passons au point négatif du document store. Il y a une saloperie de redondance que vous introduisez. Donc, sur l'idée des processeurs, prenons l'exemple des processeurs, imaginons que vous avez un endroit, c'est, je sais pas, les informations de la marque avec l'URL du site de la marque et ainsi de suite, le logo de la marque. Pour tous vos processeurs issus d'une même marque, vous allez devoir stocker ces informations-là. Voilà, ça c'est un exemple. Maintenant, je vais vous montrer un use case, enfin un retour d'expérience sur un document store dans les slides qui viennent. Donc, on en reparlera après de la redondance de données, mais vous doutez bien que comme on fait pas de jointure et de choses comme ça, il y a d'office plein de redondances dans votre BD. Et surtout, si à un moment donné, vous avez vraiment besoin de croiser des documents, ça veut dire que extraire un document, si vous voulez les croiser, il faut comprendre ce qu'il y a dans le document. Et donc parser le document, vous pouvez aller chercher un autre document, parser le document, regarder si ça correspond, et ainsi de suite. Et ça, c'est une catastrophe. C'est d'ailleurs pour ça que les bases de données XML ont complètement croulé, n'existent quasi plus. C'est à un moment donné, il fallait croiser les XML, c'était une catastrophe. Ici, si on croise les documents, ça change pas grand chose, ça reste une catastrophe. Voilà, il faut faire super gaffe à ça. Si votre use case fait que votre document doit être croisé, soit vous ne devez pas utiliser un document store, soit votre structure de document est peut-être pas adaptée. Peut-être que vous avez oublié de mettre de la redondance. Donc faut faire gaffe à ça. Et s'il y a beaucoup de redondance aussi,
qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se passe quand une donnée change? Est-ce qu'il faut mettre à jour plein de documents ou pas? Enfin voilà, on va en parler. Mais tenez bien ça à l'esprit, c'est une problématique. Et donc les jointures, c'est le grand ennemi de la scalabilité, qu'on soit sur un document store, qu'on soit sur un key value store, qu'on soit sur du relationnel. C'est le problème. Dès que vous devez joindre les données en différents serveurs, il y a le réseau entre et ça devient une catastrophe. Et aucune solution de SQL ne vous propose une réponse à ça. Si vous devez faire réellement une jointure, c'est mort. Donc la seule solution pour éviter ça, c'est de dupliquer les données. Mais dupliquer les données, peu importe la technologie, vous savez le faire. Donc créer de la redondance, peu importe la technologie, on sait le faire. Sauf si on respecte les formes normales. Donc, un petit témoignage, je trouve sympa ce témoignage, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans le cours. Donc, qui c'est cette nana? C'est Sarah May. Et Sarah May, en fait, cette fille, elle a créé RailsBridge. Bref, c'est un truc de courant, de formation, mais sinon, elle est architecte chez Salesforce, donc quand même un gros acteur dans le domaine du web. Et le reste, l'histoire de sa vie, j'ai écourté. Et qu'est-ce qu'elle fout là? C'est pour un retour d'expérience sur MongoDB. Et là, nana, c'est elle, c'est pas moi. C'est elle, j'insiste quand même, j'ai pris ça sur son blog. Alors ok, la date c'est 2013, donc MongoDB a évolué depuis. Donc MongoDB c'est le plus connu dans les document stores, mais en tout cas c'est quand même intéressant de regarder parce que l'architecture du système, le paradigme, lui, n'a pas changé. Et donc la nana, elle n'aime pas MongoDB, donc Sarah n'aime pas MongoDB. Pourquoi? On va regarder. Alors, au niveau de sa boîte, ils avaient un projet, c'était de faire ça. Et ça, c'est quoi? C'est un genre de Facebook, mais privé d'entreprise. Et les pods, ce sont les entreprises que vous avez ici, et donc c'est un truc de réseaux sociaux. Et il y avait moyen de linker les entreprises ensemble, donc c'était le business, c'était le truc qu'ils devaient développer. Et ils se sont dit, go, on va foncer sur MongoDB, ça pète MongoDB. Et donc, l'idée de structurer le JSON, voilà un petit peu la structure. C'est qu'on a des utilisateurs. Et les utilisateurs, ils ont des copains. Et les copains, ils ont ils publient des choses. Et ces choses peuvent être commentées par quelqu'un qui a écrit le commentaire. Et ces choses, il peut y avoir des likes par quelqu'un qui a appuyé sur le pouce bleu. Et donc, l'idée, c'est en tant que user, vous avez une clé et on pouvait charger votre mur en un seul appel. Donc, vous chargez votre page avec votre mur, pouf, c'est un JSON qui est chargé, et voilà, go, ultra rapide. Bref, ultra rapide, c'est ce qui était pensé au début de la conception de ce site. Le problème qu'ils ont rencontré avec leur architecture, c'est que les amis d'un user, les gars qui postent un commentaire et les gars qui font un pouce bleu, tout ça ce sont des users aussi. Du coup, quand un gars rajoute un commentaire, ici, quand il fait partie des amis du user 1 par exemple, si le gars fait aussi partie des amis du user 3, il fallait les mettre à jour, le JSON du user 3 et de tous ses amis. Et du coup, vous imaginez les perfs. Donc, vu qu'on duplique le contenu un petit peu partout, la redondance, on s'en fout un petit peu en document store, la solution, c'était ça. À chaque écriture, il faut modifier tout un paquet de fichiers. Et à un moment donné, s'il y en a un superstar dans la bande, il fallait modifier tout le serveur. Donc, trop lourd. Performance catastrophique. Sinon, l'autre solution, ça serait de structurer un peu les JSON autrement, mais en cas de mise à jour, ou soit en cas de mise à jour, on met à jour qu'un seul endroit, mais alors en cas d'affichage, on n'est plus avec j'ai une clé, je charge un JSON. Dans ce cas-là, j'ai une clé, je charge un JSON, donc il y a d'autres clés dans lesquelles je dois charger d'autres JSON, et nous retrouver dans une situation où on fait des jointures de JSON. Si on est sur la même machine, ça va. Si on est sur plusieurs, ça commence à être plus lent. Voilà, c'est pas
il faut vraiment, l'idéal avec les document store, c'est que vos documents soient autosuffisants. Dès qu'il y a des liens entre les données, ça devient compliqué, ça devient difficile à maintenir. En plus, il faut savoir que alors les jointures, au début, il n'y avait pas d'opérateur pour ça dans MongoDB. Maintenant, il y en a. Mais ça reste une syntaxe un peu particulière. Il y a un genre de mapper SQL qui existe, mais il n'est pas natif. Et pour vous donner une idée, j'aime bien le calque qui suit. C'est ça, donc c'est un calque qui traîne un peu sur le net. Vous avez ici une grosse requête de barbare en SQL, mais qui n'est que sur une seule table. Si vous regardez bien, c'est que sur une seule table. Moi, des agrégations, un field, un where, un having et des machins comme ça, et un tree. Voilà l'équivalent en MongoDB. C'est du code. Voilà, c'est du code. Donc, la puissance de SQL, bien qu'il existe du pseudo-SQL en MongoDB, il existe des couches supplémentaires au-dessus, ça reste moins complet que du langage SQL. Voilà, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez aussi de l'autre. Et donc il y a toute une partie de développement supplémentaire à faire côté application qu'il n'y a pas à faire hein, comme un système de base ni relationnel. Donc vous rajoutez du code côté applicatif. Un jour en conférence, il y a un gars qui a lâché le SQL c'est dur, faut utiliser MongoDB. Bon, moi quand je vois ce calque, je sais pas ce qu'il a fumé le gars avant de dire ça. Ok, pour faire des trucs simples, il a peut-être raison, mais c'est un peu comme les KV-Store, il y avait Get et AV7. Mais dès qu'on veut faire des trucs qui tournent en prod, je suis pas convaincu. Enfin, vous avez l'exemple sous les yeux. Du coup, pour en revenir à l'expérience de Sarah, ils ont eu beaucoup de soucis d'incohérence de données, parce qu'ils devaient piloter les mises à jour pour chaque modification de choses, aller repérer les endroits où il fallait les modifier, etc. Puis tout ça, c'était du code. C'était pas un SQL update machin, c'était pas une requête SQL, c'est du code côté applicatif. C'est pas dans le serveur ce code. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et c'est ça qui m'a fait sourire, ils ont passé ensuite leur temps à tout reconvertir vers MySQL. Voilà. Ok. Maintenant, bon, en gros, c'est un peu leur faute. Ils avaient un use case qui n'était pas adapté à du MongoDB. Ils sont gourés, quoi. Voilà, c'était pas du tout fait pour ça, MongoDB. Par contre, un catalogue de films, c'est une des démos qui est faite, je crois, sur le site de MongoDB. En tout cas, jadis, c'était ce qu'il prenait comme exemple. Pour ça, MongoDB, c'est bien. Ah, elle est pas d'accord. Bon, pourquoi? On va regarder. Un exemple de cas de figure où il n'y a pas trop de lien entre les choses, vous avez ici des séries télé. Dans une série télé, il y a plusieurs saisons. Dans une saison, il y a plusieurs épisodes. Pour un épisode, on peut mettre du blabla, c'est bien, c'est pas bien. Et ici, les gens qui jouent dans l'épisode, les acteurs. Et donc, ça peut convenir. Dans un document store, on a un JSON par série. Et là, Sarah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ouais, mais comment qu'on fait si on veut la filmographie d'un acteur? Ouais, c'est pas faux. Kumiko, qu'est-ce qu'elle veut? Ok, elle nous dit, on scanne toute la DB. Là, vous avez compris, c'est une catastrophe. Mais sinon, maintenant, avec les document store actuels, on peut indexer ce champ. Il n'y a pas de problème, ça on peut l'indexer. Ça ralentit les écritures. Faut pas foutre des index partout, sinon finalement, pourquoi utiliser un document store? Voilà, mais de temps en temps, on peut en mettre un petit index comme ça. Donc, ok, on fait la filmographie. Ah, et si on veut s'il y a deux acteurs qui ont le même nom, oui, si dans nos JSON, on a toujours stocké juste nom, prénom, et qu'on veut la filmographie d'un acteur, ces deux acteurs qui ont le même nom, il n'y aura qu'une seule filmographie. Donc il fallait penser au début à bien différencier les acteurs avec un identifiant, mais alors on se retrouvait avec une table de plus pour les acteurs. Voilà, bon, Kubico est un peu violente là dans ses propos, mais ouais, ça part en sucette, ces dialogues de filles ici. Qu'est-ce qu'elle nous veut l'autre? Ah ouais, où on passe à un GBDR, pas forcément.
Mais bon, voilà. Donc, si on veut commencer à croiser les données, le message que je veux vous faire passer, ben, on se retrouve à soit rajouter des index ou rajouter des ID uniques, à rajouter des JSON sur le côté pour croiser, et du coup, on se retrouve à faire du SGBDR. Voilà. C'est ça l'info. Donc, il faut essayer que vos JSON soient autosuffisants et qu'il y ait peu de mise à jour, qui ait de l'impact sur différents fichiers. Si votre use case c'est ça, ça peut être OK. Alors, elle, qui a vraiment une dent contre le Document Store, on va aller jusqu'au bout du trip. Hein. Elle dit qu'il y a plein de gens qui sont passés à MongoDB à la place de MySQL et PostgreSQL. Pour elle, il ne faut jamais le faire. Donc moi, je serais moins direct. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est cette phrase-ci. Donc, la flexibilité de schéma paraît une bonne idée, mais ça l'est uniquement si le fait de structurer vos données n'a pas de valeur. C'est pas une plus-value. Donc si pour vous structurer vos données, c'est pas une plus-value vous donner à vos données, bah alors c'est que vos données n'ont pas de valeur. Voilà. Et du coup, bon, c'est un point de vue, mais je trouvais ça sympa comme citation. Sinon, bah, moi je serais moins catégorique. Si, il y a des use cases pour le document store. Si votre schéma ressemble à un arbre, parce qu'un JSON c'est un arbre, si vous avez un paquet de données, parce que si vous avez 10 enregistrements, il n'y a pas besoin d'un document store, et que vous n'avez pas peur d'avoir des redondances de données un petit peu partout. Maintenant, il faut que ces redondances de données n'appliquent pas des écritures, il faut que les données redondantes ne soient pas des données qui se mettent à jour régulièrement. Si vos données redondantes sont des données qui se mettent à jour régulièrement, c'est une catastrophe. Donc il faut éviter ça. Et surtout, bah, c'est un peu lié à ce que je viens de dire, il faut très peu de transactions interobjets. Voilà. Si vous respectez tout ça, bah ok, pourquoi pas un document store. Sinon, un avis personnel, c'est que pour moi un document store c'est complémentaire, dans la majorité des cas, à un SGBDR. Typiquement, un site de petites annonces, l'exemple que je vous prends c'est eBay, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc tout ce qui est hyper important, genre des catégories, des comptes clients, les transactions, c'est du SGBDR. Et tout ce qui est habillage, descriptif des annonces, texte, photo, mise en page, blablabla, tout ça couleur, document store. Donc vous allez chercher un article, dans l'article en SGBDR, il y a une clé de document store, vous lisez cette clé, vous l'utilisez pour aller chercher le JSON qui correspond dans le document store, et boum, vous avez les infos. Et vous avez tout le contenu de la page. Voilà, donc ça, parce que le descriptif de l'article, les descriptifs d'articles, avec tout le blabla, tout l'habillage qui va autour, entre les annonces, ça n'a pas de lien, ils n'ont pas de lien ensemble. Et donc, vous n'aurez pas de problème de transaction interobjet en appliquant ce principe. Mais ça demande quand même une grosse gestion des GBDR si vous avez beaucoup de données. Il va falloir gérer la scalabilité en écriture à ce niveau-là. Sauf qu'ici, les écritures se contentent de peu de données. Tout le blabla, tout ce qui prend beaucoup de place, tout le descriptif des articles n'est pas dans les GBDR. Donc, c'est un use case qui peut être bien. Maintenant, sachez que vous n'avez pas trop de problèmes de scalabilité. Vous pouvez utiliser les GBDR en mode document store. Vous pouvez maintenant, avec les versions actuelles des GBDR, mettre des champs qui sont de l'XML ou du JSON et dans le SQL, parser votre XML ou votre JSON. Bon, tous ne le permettent pas, ou pas toutes les fonctionnalités, mais dans les grandes lignes, vous pouvez le faire, et du coup, faire du document store avec votre SGBDR. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas connu, ben, je vous le dis. Donc, en fonction de votre use case, des fois, ceci est préférable à rajouter un second serveur, une autre architecture sur le côté. Et donc, dernier calque de cette petite vidéo. Là, c'est le classement mars 2020 des document store les plus connus. Le plus connu, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo, MongoDB a plus de popularité que tous les autres additionnés. Il a clairement une très grosse popularité. C'est écrit en C++, ce qui est plutôt bien. Et actuellement, il y a une version allégée du SQL qui est possible. Donc c'est un petit truc à rajouter. C'est vraiment très, très réputé. Du coup, il y a beaucoup de docs, beaucoup de choses là-dessus. Beaucoup de retours d'expérience.
Sinon, on avait vu Amazon DynamoDB dans les Key Value Store, bah, il peut être utilisé aussi en Document Store. Il y a à choisir, moi, Couchbase, si je devais utiliser Document Store, je ne le fais pas parce que j'en ai pas l'utilité, mais il y a MongoDB, c'est un petit peu l'automatisme d'aller vers MongoDB. Mais si vous êtes dans le Document Store, j'irai quand même regarder du côté de Couchbase, qui est plus performant. Voilà, vous avez une source où ils ont fait différents tests, qui peut aussi fonctionner en KV Store. Il faut voir au niveau des licences. Là, je vous fais pas le discours sur les licences, mais quasi tous proposent des versions gratos, mais qui sont limitées. Et alors, il y a des versions... Enfin voilà, faut voir jusqu'où sont les limites. Mais pour moi, c'est le concurrent le plus solide de MongoDB, en tout cas à l'heure actuelle. Et on a d'autres comme CouchDB, mais qui est une version plus épurée, mais je vais pas rentrer dans le détail. Juste un truc, c'est que de nouveau, on retrouve ici Microsoft Azure CosmoDB. Je vous ai dit que je vous en parlerai plus tard. Donc on l'a vu dans les KV Store, on le voit aussi dans les Document Store. Boum, je le barre. Celui-là, on s'en fout. Et Google, ils proposent dans leur Google Cloud des différents services de stockage de données, et typiquement ici en Document Store. Donc ça commence aussi à prendre un petit peu de... Mais c'est dans le cloud, quoi. Vous ne pouvez pas l'installer sur votre machine. Voilà, donc retenez bien, Document Store, peu d'interaction entre les documents, ok. Pas trop de mise à jour, parce que s'il y a une mise à jour faite dans un document et qu'il y a quelques interactions entre les documents, alors ça veut dire que potentiellement vous devez mettre à jour d'autres documents, et donc ralentir toutes les écritures. Alors que c'est justement pour ça aussi qu'on veut faire du NoSQL, c'est pour accélérer les écritures, donc il faut faire gaffe. Il faut quand même assez bien penser à la découpe de vos documents. Par contre, quand c'est bien fait, le but c'est de minimiser le nombre de documents que vous chargez aux lectures aussi. Et ça peut être assez performant si vous avez une bonne découpe et que c'est adapté à votre use case. Mais souvent, très souvent, on se retrouve à devoir faire cohabiter plusieurs paradigmes ensemble. Du relationnel avec du Document Store, c'est assez courant. Donc, il ne faut pas forcément ne choisir qu'un seul système. Voilà, ceci clôture cette vidéo.